peu là. Et on est en live, et c'est génial. Honnêtement, je tiens à dire, ça me fait très plaisir. Vraiment, à titre personnel, je suis très content d'avoir les trois quarts de l'équipe de l'année dernière en live devant tout le monde. Voilà, coucou tout le monde, coucou Twitch et YouTube et Spotify et la plateforme qui n'existe pas encore mais qui existera un jour. Peut-être que ce sera la mienne. Oh, mes cheveux c'est n'importe quoi. Bougez pas, vraiment bougez pas. Ouais. On peut pas se permettre certaines choses. Je crois que j'ai pété mon micro. Alors. Ok. Ah bah il y a Théo qui se barre. Voilà, c'est bien, c'est bien. Au revoir Théo. Donc on est ce soir avec Théo qui se trouve en haut à gauche de votre écran, Jean qui se trouve en haut à droite de votre écran, Alexis en bas à gauche de votre écran et Perrine en bas à droite. Mais tout ça, vous le savez déjà parce que vous avez tous vu les lives de l'année dernière, bien évidemment. Ceux qui se trouvent sur la gauche de votre écran, vous devrez vous adresser à eux avec respect, révérence et une forme d'intimidation comme ça, parce qu'ils sont docteurs, voilà, en chimie, en paléobiologie. Ceux de droite, eux par contre, donnent des cours à des étudiants, sont exploités pour la fête de la science. Ils n'ont pas soutenu leur thèse. C'est une honte pour la République. Et on espère que leur soutenance durera moins longtemps que le dernier gouvernement. Cette blague, voilà, cette blague fait un lien direct avec certains qui ne sont pas avec nous ce soir. Ne sont pas avec nous ce soir Aurélie et Marion. Voilà, Aurélie qui était la première interviewée il y a presque un an, jour pour jour. Elle est malade, voilà. Et Marion se sentait aussi un peu malade, donc elle n'a pas pu venir. J'explique la blague du temps, c'est parce que j'ai demandé quand même à Marion de me faire un petit... Marion qui a soutenu sa thèse, hein, je précise, la doctoresse Marion, qui a soutenu sa thèse, et du coup je lui ai demandé un peu de me faire un petit brief sur sa thèse. Je lui ai dit alors, comment ça s'est passé la soutenance, machin, parce que je n'ai pas pu la regarder. Puis elle me dit, les soutenances en infocom, souvent c'est long. La mienne a duré 3h30. Voilà. Voilà, je vois ceux qui ont soutenu savent que c'est long, ceux qui n'ont pas soutenu savent que c'est long aussi. On est tous d'accord pour dire que 3h30. Par contre, me dit oui, j'ai parlé de ma thèse pendant 20 minutes, puis tout le reste du temps, c'était les commentaires et les questions. Et je te mode ah bon. Ça lui a fait plaisir, mais voilà, Marion était contente de soutenir. Voilà, elle a pu poursuivre du coup dans l'entreprise avec laquelle elle a fait sa thèse, RSA Cosmos, qui fournit des logiciels de planétarium. Voilà, certains d'entre nous le savent, on travaille régulièrement avec des planétariums. Et voilà, apparemment elle a fait sa soutenance sans notes, parce qu'elle est plus stressée avec des notes que sans notes, que je trouve particulièrement étrange. Mais tout va bien, voilà. Alors, par qui je commence? Par les soutenants ou les doctorants? Je ne sais pas. Déjà, j'ai dit bonjour, mais on n'a pas entendu vos voix, je trouve ça honteux. Salut. 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 Coucou. J'aime bien cette discipline où c'était pas tout le monde en même temps, ça a vraiment fait des chaises musicales, comme ça c'est très agréable. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va tout le monde? Ça va très bien. Nous, le chat. Non, vous, le chat. Ça n'existe pas. Non, je suis méchant. En plus, il y a des gens super dans le chat. Il y a Naruru, quand j'ai rencontré sur d'autres chats. Il y a Elio, voilà, que certains d'entre vous connaissent, voilà. Pas d'autres. C'est comme ça, il y a des privilèges en fonction des doctorants. Oui. Alors, comment on va commencer? Ça s'est bien passé cette fête de la science? Qui a fait quelque chose pour la fête de la science? Qui a été mobilisé? On lève la main. Non, non, Théo non plus. Ouais, donc non, pas cette année. C'était même pas que une les blague. esclaves, quoi. C'est ça, c'est ça. Les docteurs S-Sciences, eux, étaient Pardon, il y a Merlin qui vient d'écrire un message en anglais sur le chat et qui a le seum parce qu'il voulait poser des questions d'alchimie. C'est dommage. Alors, comment ça s'est passé cette fête de la science, Jean et Perrine? C'était bien? Bah, Jean d'abord. J'allais dire Perrine d'abord. Trop tard. Perrine a dit que c'était Jean d'abord, donc on oublie à Perrine. Moi, ça s'est très bien passé. Donc, moi, j'ai eu le rôle de coordonnateur des ateliers du département d'enseignement dans lequel je suis. Donc, j'avais 8 ateliers à ma charge. Et autant avec, disons, 4-5 personnes par atelier à gérer sur les 3 jours. Donc,
on avait des choses tant sur de la psycho que des neurosciences, que du STAPS, que du spatial. Donc on a une belle brochette d'ateliers, une aussi belle brochette d'étudiants pour les animer. Donc c'était une très bonne expérience, comme l'année dernière. Et je suis comblé de bonheur, mais de fatigue aussi, après cette fête de la science. Eh bien, moi, j'ai été mobilisée illégalement une journée par mon maître de thèse parce que je suis techniquement plus sous contrat, étant donné qu'il s'arrêtait à fin septembre. Et j'ai été recrutée pour faire un genre de petit forum dans le gros bâtiment d'accueil de la fac. Et c'était un truc pas trop en lien avec ma thèse, c'était sur les termites. Et en gros, c'était un stand pour transformer les gens en termites en leur mettant un casque VR pour les faire se balader dans des nids de termites et des setups expérimentaux taille termites. Voilà, c'est original. C'était génial, j'avais plein de monde, et enfin plein de monde à l'échelle de la fac, et surtout les gens étaient ravis de se transformer en termites. Vraiment, c'était un rêve inavoué de plein de personnes. C'est exactement. C'est la même chose mais aveugle. C'est même skin presque. Ouais, c'est vraiment la même chose mais sans yeux. Ouais. Tu veux y aller, Alexis? Allez. Eh bien moi, j'ai récupéré de ma soutenance qui était le 29 septembre. Je n'ai absolument rien fait. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je n'ai rien fait. Maintenant, on entend les questions, j'ai oublié de désactiver mon micro. Enfin, de réactiver mon micro. Voilà, coucou. Donc, je parle dans le vide depuis 10 minutes, c'est cool. C'est cool. Il n'y a aucun live se passera correctement. En plus, je trouve ça étonnant parce que ça fait quand même bien 5 minutes que je parle. Donc, pourquoi est-ce que c'est que maintenant qu'on me dit que... Franchement, j'ai envie de crier parce que là, il y a des gens qui sont dans mon appartement qui pourraient m'avoir dit que je n'étais pas audible. Enfin bref. Et toi Théo, alors la fête de la science, qu'est-ce que t'as fait? Oups, Elio, oups. J'ai fini de faire une mise à jour pour ma thèse parce que c'était pas fini pour le logiciel que j'ai développé. Et puis j'ai commencé à monter le dossier pour la qualification. Et c'est un bordel, c'est très très long à faire. Mais qu'est-ce que la qualification, Théo? Alors tu veux qu'on commence à parler de ça maintenant? Ouais, pourquoi pas. Bah, alors, c'est posé là, alors autant y aller. Alors oui, en fait, une fois que quelqu'un est devenu docteur, s'il veut pouvoir postuler à des postes de maître de conférence pour faire être enseignant-chercheur, il doit faire sa qualification. C'est-à-dire que la thèse ne suffit pas, il faut déposer un dossier qui est évalué dans une des sections des facs, donc c'est les sections CNU, on appelle ça, et t'en as plein pour la chimie, plein pour chaque science en fait. Et tu dois déposer un dossier où tu mets voilà mes publications, voilà mon CV, voilà ce que j'ai fait en charge d'enseignement. Tu dois un petit peu justifier tout ça. Et puis après, ensuite, on te dit oui, tu as le droit de postuler à des offres d'emploi de maître de conférence ou pas. Encore une nouvelle information pour tous les étudiants en master qui se disent tiens, je passe un doctorat, puis après je suis chercheur, c'est cool. Wrong. Non. Fake news. Je pense qu'en fait, ils rajoutent des étapes au fur et à mesure pour nous faire croire qu'on y arrive au bout d'un moment. C'est ça. En fait, t'as le droit de travailler au CNRS quand t'es à la retraite. Tu vois, tu restes un an de tes 70 à 71 ans, puis là c'est bon. Alors d'ailleurs, je crois que CNRS c'est différent. Si jamais quelqu'un le cherche, je ne connais pas le fonctionnement, mais c'est pas la même chose. Je vois Alexis qui a l'air de hocher la tête, donc peut-être qu'il sait mieux que moi. Ouais. Bah, Alexis, fonce. Ouais, tout à fait. Après, moi, c'est assez particulier puisque je bosse plutôt dans les sciences biologiques, quoi. Donc, on n'a pas que le CNRS et les universités pour être employé en tant que chercheur en France.
Maintenant, effectivement, postuler au CNRS, c'est pas du tout la même chose que postuler au sein des universités. A priori, quand tu postules au CNRS, tu postules à un poste au CNRS en général. Effectivement, tu vas te demander à appartenir à une équipe d'accueil. Tandis que quand tu cherches un poste de maître de conf, ou plus tard en tant que professeur, tu vas être associé à une université, en tout cas en France. Et en tout cas, moi, dans ma discipline, il n'y a pas que le CNRS où tu peux aller chercher. Tu peux potentiellement aller bosser à l'INRAE, au CIRAD, et il y a d'autres statuts qui peuvent exister aussi, comme l'IRD, l'Institut de recherche et développement. Non, c'est pas l'Institut de recherche et développement, mais voilà. Il y a, il y a d'autres pistes, quoi. Il n'y a pas que les universités et le CNRS finalement. Ok, donc effectivement, d'autres étapes supplémentaires, parce que être chercheur finalement, pourquoi est-ce que ce serait simple, hein? Vous avez fait 8 ans après le bac. Normalement, vous vous doutez bien que c'est pas si simple que ça. Alors, comme l'a dit Alexis, lui, il a soutenu le 29 septembre. Théo, il a soutenu le 11 septembre, si je dis pas de bêtises. Ouais, le 11, Ouais. c'est ça. Hein. Le 11 septembre, donc on a eu 2 C'est bien moi. soutenances qui sont arrivées. Ah oui, c'est vrai. Joyeux doctoriversaire. Voilà. J'invente des termes au fur et à mesure, c'est pas grave. Donc on a eu 2 soutenances qui viennent de passer. Mais moi, il me semble que la dernière fois qu'on a discuté sous ce format, Perrine et Jean avaient quand même des manuscrits déjà un peu velus. Perrine et Jean, alors cette soutenance, est-ce que vous avez déjà des dates, des retours de rapporteurs? Est-ce que vous êtes bientôt docteur, avec un E à la fin ou pas, doctoresse, doctrice, ça c'est vous toujours vous qui choisissez, ou docteur tout simplement pour Jean? Perrine d'abord. Voilà, Perrine d'abord. Je vais le faire. Perrine d'abord. J'ai pas été assez rapide pour dire Jean d'abord, mince. Moi j'ai ma date, effectivement, c'est le 30 octobre à 14h. J'ai le lien Zoom si ça vous intéresse. Et ouais, je sais plus que c'était ta question du coup, mais ouais, j'ai bien ma date de soutenance. Et c'est bientôt. Ok, ah ouais, effectivement, c'est bientôt. Et toi, Jean, alors, une date de soutenance de prévu? Eh ben, la date n'est pas tout à fait fixée, mais, mais on dépose la semaine prochaine le manuscrit. Donc, en gros, la soutenance se fera décembre ou début janvier. Pardon, je me suis mis un peu à rire. C'est pas du tout par rapport au dépôt du manuscrit. C'est juste que t'as dit on dépose la semaine prochaine et les 3 autres ont fait. Il y a eu le même mouvement de tête en même temps, c'était simultané, c'est très drôle à voir. C'est pour ça, pardon. La libération. C'est ça. Ils se sont tous dit ah attendez là, ok. Merde, j'avais une question et j'ai oublié c'était quoi. C'est dommage. C'est dommage. Alors comme ça, bah, alors, je vais commencer toujours par Perrine parce que c'est toi qui arrive le plus rapidement. De l'appréhension pour dans 19 jours. Oui et non en même temps, parce que c'est pour ça qu'on a fait un grand oui de soulagement quand il a dit qu'il allait déposer son manuscrit. C'est qu'une fois que tu as posé ton manuscrit, tu as l'impression que tu es en vacances. Mais il y a quand même ce truc un peu désagréable de devoir travailler, donc tu peux pas te reposer à 100% parce que tu as quand même cette soutenance qui arrive. Il faut que tu prépares ton diapo. Et à la limite, le diapo, c'est joli, tu mets des animations, c'est sympa et tout. Tu présentes ton travail de 3 ans à ta famille, tes amis, tes collègues, et tu te fais en même temps un peu évaluer, même si c'est censé être quand même un échange avec les membres de ton jury. Mais j'appréhende un peu parce que juste j'ai beaucoup de mal à m'y remettre et que en ayant vu certains de mes collègues déjà soutenir, il y a certaines fois où les jurys sont pas extrêmement bienveillants et lâchent pas la grappe aux doctorants qui passent et j'appréhende un peu que mon jury soit de ce style-là, quoi. Mais après, ça va le faire, quoi. Alexis, ton jury, bienveillant ou malveillant? Moi, mon jury extrêmement bienveillant. Voilà, c'était très chouette. C'était un vrai échange. Moi, j'appréhendais aussi, hein, effectivement, cette phase où tu rends ton manuscrit, sachant que moi, j'ai rendu, parce que c'est comme ça que ça marche au niveau de mon école doctorale, j'ai rendu au tout début de l'été. Donc, en fait, j'ai eu une période de presque 2 mois et demi, presque 3 mois entre mon rendu de manuscrit et ma soutenance. J'ai eu le temps de bien oublier enfin, voilà, de la science, finalement. Puis ensuite, je me suis rappelé que j'avais une review un manuscrit qui était à reviewer parce que j'avais eu un retour des rapporteurs, non pas de thèse, mais d'une publication, quoi. Puis ensuite, j'ai dû préparer ma soutenance.
Et voilà, j'appréhende, puis j'arrive, et en fait, très bienveillant, vraiment une vraie discussion. C'est pas, enfin, dans un sens, c'est une évaluation, mais c'est pas forcément les évaluations que moi j'ai pu avoir quand j'étais en licence ou en master. On te considère vraiment comme un chercheur, une chercheuse, du coup, à part entière, et on veut vraiment, voilà, discuter de tes résultats et enfin, proposer des pistes potentiellement alternatives. C'est pas tellement, en tout cas, moi, mon expérience, c'était pas tellement quelqu'un qui va tenter de te corriger. Ça va plus être ah, c'est super chouette, mais est-ce que tu as pensé à voir ça sous cet angle-là? Ah, c'est super chouette, tu as observé ça chez un autre groupe, moi en l'occurrence chez d'autres animaux. Donc voilà, ou tu as testé ça avec d'autres modèles. Mais voilà, sinon, j'ai rien de plus à dire, hein. Vraiment, ils étaient géniaux, hein, les membres de mon jury. C'était long, hein. Moi j'en avais, c'est pas commun, moi j'avais 6 membres de jury, en plus de mes 2 directeurs de thèse, donc ça faisait un jury à 8 mine de rien. C'est long, mais ils étaient tous super. Voilà. Ok, tant mieux, j'ai envie de dire. Et Théo, bienveillant, malveillant, neutre, chaotique neutre. On t'entend pas. Ah, oui, bah oui. Voilà. J'aurais pu dire quasiment la même chose qu'Alexis, je pense. J'avais aussi un jury à 8. Et, et ouais, franchement, en fait, déjà, ça fait. On les choisit, ces membres de jury, un petit peu, même si on les connaît pas forcément. Individuellement, je veux dire, mais au moins on connaît leurs papiers, leurs publications, et donc ça fait plaisir de les voir être là pour évaluer son travail. On les respecte beaucoup, et puis en plus, ils font un retour positif en plus, donc c'est un bon moment. Même si sur le moment, faut penser vraiment à toutes les questions et être à fond concentré. Mais non, non, c'était un jury très bienveillant, mais en même temps, qui n'a pas été non plus, qui a posé des questions, quoi. Ce qui est le but, hein, c'est un échange scientifique. J'aime bien, vous me faites à chaque fois des transitions toutes faites, c'est magnifique. La semaine dernière, je sais plus qui, malheureusement, je crois que c'est Jade que j'ai interviewé dimanche dernier, me disait que elle a vraiment pu choisir en concertation avec ses directeurs de thèse son jury. Elle me disait aussi que parfois ça arrive que le ou la doctorante se retrouve un peu mis de côté dans ce genre de décision. J'arrive à toi, Perrine, mais dans un instant, parce que je pense que tu sais de quoi on va parler par rapport au choix du jury, etc. Mais du coup, ma question, elle est pour Jean d'abord, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la voix de Jean. Jean, toi, le choix de ton jury, ça s'est fait en concertation ou est-ce que ça a été relativement des décisions verticales de la part de tes directeurs de thèse? Ça a été surtout orienté par mes directeurs. Ok. Ça a été surtout trouvé par mes directeurs. Euh, Ils m'ont quand même demandé si ça me convenait. Mhm. Mais c'était surtout eux qui ont choisi, oui. Ok. Dans le choix, c'était surtout. Et j'y pense parce qu'il y a ce côté un peu double domaine dans le cas de ta thèse, parce qu'il y a psycho, mais il y a le côté aussi un peu spatial. Est-ce que du coup, dans ton jury, on est vraiment que sur des personnes issues des sciences cognitives, ou est-ce que tu as quand même une ou deux personnes qui ont plus une approche par rapport à la recherche spatiale et au vol de longue durée? Alors, toutes les personnes de mon jury auront cette casquette de l'étude des facteurs humains en contexte, en environnement extrême, dont spatial. Ok, mais Et, pas que, mais pas que. ouais, pas que, pas que. Ok, Il y en a, mais tout le monde a au moins bossé un temps sur les facteurs humains dans le spatial. ok, oui, mais maintenant ils sont spécialisés sur les sous-marins, l'Antarctique, le désert, un truc comme ça. Il y en a qui bossent encore sur le même modèle de confinement que moi, d'autres qui sont plus impliqués au CNES dans la gestion des projets scientifiques de façon générale, qui sont plus dans de la coordination de chercheurs, on va dire. Mais, euh, mais ouais, non, quand même. Ils sont quand même assez proches de ma discipline. Ok. Alors, quand on choisit un jury, bah, il faut lui demander s'il est disponible. Ce sourire qui arrive. Parfois, les gens ne le sont pas. Parfois, des gens ne le sont plus. Et parfois, des gens ne le sont plus un peu trop tard.
Alors, je sais plus si c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé, mais Perrine a vécu des petites péripéties par rapport à son jury de thèse. Est-ce que tu peux nous raconter cette magnifique histoire, Perrine? Oui, ça va aller très, très vite. C'était en juin, je crois qu'on avait commencé, on envisageait une soutenance, après septembre. Donc dès juin, on a commencé à contacter des personnes, et moi, ma particularité, c'est que ma thèse, c'est vraiment une thèse entre la bioéthologie et la physique particulière. Donc c'est un jury mixte qu'on a composé avec, 3 rapporteurs, vu que mon article n'a pas encore été accepté, donc un physicien, un modélisateur plutôt axé sur de la biologie et une, éthologue, pure. Et il y a des règles un peu strictes dans mon école doctorale qui font que, les rapporteurs qu'on choisit, il ne faut pas que dans les 5 ans, ils aient publié avec un de nos maîtres de thèse. C'est interdit vraiment, c'est pas autorisé. Donc je choisis mes membres, des rapporteurs, je suis conseillée par mes maîtres de thèse. J'ai je l'ai choisi, mais j'ai pas trop le choix non plus et on finit par prendre un physicien d'un énorme collectif de physiciens qui travaillent sur nos thématiques. Sauf que, problème, eh ben, il a sorti un article en 2025 avec un de mes directeurs de thèse. Donc, pas de chance. Là, au moment où, parce qu'on a plusieurs comités pour accepter ou pas le jury, mais c'est un peu au dernier moment, c'est début septembre qu'on avait ce comité quand on rend la thèse. Le comité passe et là, ils me disent, eh ben non, ce mec-là, on peut pas le prendre, donc il sera pas rapporteur de votre thèse. Donc là, j'avais une semaine pour retrouver en urgence quelqu'un et il fallait que ce soit quelqu'un qui accepte de me prendre, de me corriger en un mois. Enfin, c'est un peu la galère parce que les chercheurs en septembre, ils sont ultra pris par les cours, c'est horrible. Donc on a dû faire un peu jouer le copinage, même si c'est pas beau en sciences, mais on a dû appeler des potes de mes maîtres de thèse qui avaient, pas publié ensemble pour, enfin bref, donc on a fini par trouver, un physicien qui a bien voulu rogner sur ses vacances pour, être présent pour ma thèse et dans la foulée, quand je reçois le mail de ce gentil physicien qui accepte, j'ai l'éthologue qui est une super grande chercheuse, assez connue dans notre milieu, qui m'envoie un mail et qui me dit: «J'ai parcouru la thèse, il y a trop d'équations, c'est pas mon domaine, je vais pas pouvoir, être rapporteur». Et là, je lui dis: «Bah, que vous puissiez ou pas, c'est pas possible de refuser maintenant. Là, en fait, c'est pas possible, à la limite, peut-être ce chapitre-là, je l'ai écrit pour qu'il soit accessible à tout le monde, mais si c'est pas possible pour vous de le lire, c'est pas grave, mettez-le de côté, mais là, je peux pas, quoi». Donc ça s'est bien fini, enfin, après mon jury a pas encore été validé en totalité, ce sera lundi que j'aurai, le fin mot de l'histoire s'il a été validé en totalité ou pas, mais en tout cas, les rapporteurs ont été validés pour l'instant et ça s'est bien fini, mais c'était un peu la panique par contre, oui. Oui, on se doute qu'arriver à la fin de son contrat et avoir potentiellement pas de rapporteur, ça doit être un petit stress pour tout le monde. Surtout quand c'est un peu au dernier moment, comme ça, évidemment. Ouais. Taratata, oui, eh ben, on en a deux qui vont soutenir, on en a deux qui ont soutenu. Est-ce qu'on a des conseils interdisciplinaires de la chimie et de la paléobiologie vers l'éthologie et la psychologie? Et ce coup-ci, c'est Théo qui commence. Un conseil pour nos amis. Ça ne me vient pas comme ça. Je pense que ça dépend tellement de la discipline et de chaque, de la manière de présenter de chacun que j'en ai pas vraiment, je suis désolé. De toute façon, en général, les doctorants ont déjà eu l'occasion de présenter maintes fois leur travail. Finalement, la soutenance, c'est une présentation comme une autre, un peu plus longue. Mais sinon, les conseils que je pourrais donner, c'est de... Si, ça y est, j'en ai un qui me vient. Euh, Ne pas relâcher la pression quand les questions arrivent. Et prévoir un petit sucre ou quoi à côté, au cas où. Et de l'eau, beaucoup d'eau. Pour le jury aussi, ils apprécient en général. Voilà. Je trouve ça hyper spécifique. Un petit sucre sur le côté. Maintenant, j'imagine un ordi, des feuilles et un petit carré Et de un petit sucre. sucre. C'est posé comme ça en mode. Mm. Il est là. Et toi, Alexis, alors, est-ce que tu as un petit conseil pour Perrine et Jean? Est-ce que tu es d'accord avec Théo ou est-ce que tu n'es pas du tout d'accord et tu veux démarrer un débat politique sur la manière de conduire la soutenance? Alors, moi, j'ai absolument pas consommé de sucre, hein. D'ailleurs, sur mon pot de soutenance, j'ai quasiment pas mangé. J'avais les jambes qui tremblaient, c'était génial. L'eau, c'est super important au moment des questions, juste avant les questions, parce que en fait, ça te permet de te reprendre un peu après avoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé comme les soutenances se passent à l'université. Souvent, c'est tu fais une première partie des remerciements, et en général, tu sens la pression qui redescend d'un coup.
Et faut se ressaisir parce que tu vas enchaîner avec les questions. Donc la bouteille d'eau, c'est un super conseil. Moi, j'en avais besoin, de toute manière, j'avais la gorge qui était sèche. Et là, c'est un conseil qui va plus être pour Perrine, étant donné qu'on fait tous les deux de la biologie. Nos sujets de thèse sont très spécifiques, assurément. Mais par contre, on a des modèles biologiques sur lesquels on bosse. Et moi, je trouve que raccrocher les gens avec de la biologie pure et simple, de la description de groupe et des images un peu marrantes, tu vois, quand t'en as, c'est super important. Parce qu'à un moment, on va parler de modélisation. Enfin, je sais pas de quoi ta thèse est faite, mais moi, vraiment, il y avait une grosse partie qui était modélo. Et dans mes membres de mon jury qui étaient assez hétéroclites, j'avais des spécialistes de requins, mais j'avais aussi des spécialistes de modélo. Il fallait que je fasse plaisir un peu à tous. Et rentrer directement dans de la biologie super spécifique du groupe à des gens qui connaissent absolument rien au groupe que tu étudies, bah, c'est un peu compliqué. Et puis pour le reste des gens qui vont te regarder, que ce soit en présentiel ou en ligne, c'est super dur. En fait, rappeler ce que c'est, rappeler où ça se place dans l'arbre du vivant, d'après moi, c'est quelque chose de super important. Et c'est super ludique. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'illustration super sympa, potentiellement, bah, là, du coup, plus chez les insectes de ton côté, et moi, chez les requins, il y en avait plein, quoi, typiquement. Donc, voilà. Si jamais il y a besoin de coups de main pour faire des PowerPoint fun avec Théo, on gère. On gère. Là, fallait être là pendant la licence. Je vous enverrai des exemples, c'est génial. Elio peut témoigner dans le chat. Je l'ai forcé à regarder des PowerPoint que j'ai fait avec Théo durant notre temps à la fac. Est-ce que vous pensez que... Enfin, je vais pas dire... alors, les conseils, vous pensez que c'est utile ou pas? Mais est-ce que ce sont des choses auxquelles vous aviez déjà pensé? L'eau, le sucre? Encore trop bas. Elio est encore trop bas. Parler le PowerPoint sur le Krakatoa. Il était très drôle ce PowerPoint. Mais du coup, est-ce que ces conseils, du coup, est-ce que c'est des choses auxquelles vous aviez déjà pensé, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, c'est tellement évident que j'aurais oublié au dernier moment et en fait, j'aurais fini avec plus de salive et plus d'eau à l'intérieur de mon corps? Jean en premier, pardon. Désolé. Bah, c'est vrai que l'eau, alors moi je bois beaucoup d'eau de façon générale, donc je fais quand même attention à ça, donc je pense que je ne serais pas passé à côté. Et puis de toute façon, j'ai l'habitude avec les cours, donc faut toujours que j'ai une bouteille à porter quand même. Donc ça va. Et puis le reste, ça reste pertinent, même les conseils pour la bio, les modélisations en psycho. Et puis j'ai quand même une grosse partie bio, physio dans ma thèse, donc ça aussi, effectivement, se rapporter au modèle, toujours resituer le travail et ne pas rester trop spécifique, mais savoir accrocher à des généralités, histoire de ne pas perdre le public et le garder un peu dans son, dans son discours. Ça, c'est un bon conseil. Et ça, j'aurais pu passer à côté. Eh bien, l'eau, je savais déjà aussi parce que j'avais entendu des bouches pâteuses chez certaines personnes qui présentaient. Donc, je m'étais dit que oui, ça, effectivement, il fallait éviter. Donc, c'est bien d'avoir, de toute façon, même quand on est en conférence, c'est toujours bien d'avoir un peu d'eau pour pouvoir se reprendre et tout, c'est important. Le sucre, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que quand la pression se relâche d'un coup, peut-être qu'il faut avoir un petit sucre pour se redonner un petit coup de pêche, quoi. Et après, pour les conseils sur la bio, enfin, j'étais déjà très consciente de ça parce que comme j'ai fait un master en modélisation qui est inscrit dans de l'écologie, en fait, quand on fait des stages en modélo dans un contexte de bio, on nous dit pour l'évaluation finale du master, c'est bien d'avoir vraiment une grosse partie introduction qui repose la base du travail de pourquoi on veut faire ce modèle, parce que c'est bien de présenter un modèle, mais il faut qu'il y ait un but à ce modèle. Il faut expliquer aussi d'où vient le schéma de pensée. Donc ça, je l'ai un peu en tête. Et puis, du coup, comme mes membres du jury sont très différents, j'ai vraiment des physiciens qui n'ont j'ai pas vu une fourmi de leur vie parce qu'il y en a littéralement partout, mais qui n'ont pas vu une fourmi de près de leur vie depuis très très longtemps. Et il y a des biologistes qui, eux, ont peur ils sont allergiques aux équations. En fait, va vraiment falloir que je fasse un travail d'image où j'ai déjà en tête des petits schémas que je peux faire bouger un peu à la Jamie, c'est pas sorcier, pour expliquer les choses. Donc, ça va à ce niveau, mais c'est très bien d'en avoir conscience à nouveau et qu'on nous répète les mêmes conseils encore parce que comme ça, on les intègre encore mieux. Alors, ça me fait penser à quelque chose que Marion m'a partagé, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. C'est que elle, dans son cas, sa soutenance était en début d'après-midi. Et j'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas apprécié l'horaire parce que justement, elle a eu la matinée
pour baliser là-dessus. Et que du coup, avant elle, il y avait un doctorant qui était passé, du coup, il fallait réinstaller la salle, etc. Enfin, c'était tout un bazar. Théo et Alexis, vos soutenances à vous, plutôt matinée, après-midi, quand est-ce que ça s'est déroulé? Et est-ce que ça a eu un impact sur votre état au moment de la soutenance? Théo en premier. Non, non, Alexis, parce qu'on a déjà fait Théo en premier. Alexis en premier. C'est fatigant ce Ouais, travail. alors, ouais, alors assez souvent dans mon labo, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est traditionnellement au début d'après-midi, vers 14h. Moi, en l'occurrence, c'était 14h30. Je pense que c'est bien pour plusieurs raisons. Déjà, le 14h30, en fait, ça veut dire que les membres de ton jury, le plus souvent, ils vont déjeuner ensemble. Donc en fait, il y en a qui se sont jamais rencontrés, vu que le jury peut être potentiellement hétéroclite. Donc du coup, c'est pas des illustres inconnus qui vont se rencontrer potentiellement pour la première fois. Donc déjà, pour ça, je pense que c'est assez intéressant, parce qu'ils peuvent potentiellement se concerter sur, ok, quelle va être la marche à suivre, quoi. Ensuite, pour le stress, moi j'étais dans le déni jusqu'à les 5 dernières minutes avant de commencer. Quand j'ai commencé à voir ma salle qui, avec un peu de monde, mine de rien, euh, j'avais pas réalisé. Donc que ce soit à 11h du matin ou 14h, ça changeait strictement rien. Donc voilà. Mais après, c'est sympa quand tu fais un truc à 14h, 14h30, parce qu'en général, tu finis vers 17h, 17h30. Puis tu peux faire un vrai pot après, et puis étant donné que bah, c'est 17h, 17h30, les gens vont pas forcément retourner travailler, donc tu peux vraiment profiter et discuter avec tout le monde, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et Théo, toi, dans ton cas, ça s'est passé comment? Bah pareil. Encore une fois, je pourrais dire les mêmes choses. 14h, 14h30 aussi. Et non, bah, effectivement, le temps qu'on finisse, il était vers les 17h. Et puis après, ça donne l'occasion de faire le pot et puis d'aller au bar après pour fêter ça. Donc, non, La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. oui, bien évidemment. Il fallait. Il faut pratiquer une activité physique Mais tu peux régulière. aller au bar, et ne pas prendre d'alcool. Tout à fait, très important de le rappeler. Mais oui. C'est une très bonne remarque. Félicitations. Il y a toujours quelqu'un pour dire mais allez un petit verre. Non, 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 Non. ça va. Mince, j'avais pensé à la suite et ça m'est sorti de la tête parce que je fais des blagues de pub de gouvernement. Oui, si, bah si, attendez. Parce que généralement, les interviews que vous avez subies, elles se finissaient par la fameuse question du qu'est-ce que vous voulez faire après? La recherche, pas la recherche, etc. Est-ce que des choses ont changé pour vous? Alors, si vous pouvez rappeler ce que vous aviez dit ou ce que vous voulez faire maintenant, ce serait super. Pas juste me dire oui ou non parce que sinon on va pas s'en sortir. Et je donne la parole à Jean. Ton après-thèse, toujours la même chose ou pas? Alors du coup, je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais j'imagine que j'avais dit de la médiation. Donc ça n'a pas bougé. Là, j'ai un contrat d'ATER à la fac qui se terminera en août 2026. Et ensuite, je compte passer le plus clair de mon temps à investir ce domaine-là, parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis bien trouvé dans ces années de thèse. Alors je compte en faire mon boulot, si possible, si le sort m'est favorable. Le sort me dit que ça part plutôt bien, j'ai l'impression. Les échos que j'en ai. J'ai des échos. Pas de votre part, mais d'autre part. Perrine, toi, alors, les fourmis t'ont traumatisé définitivement ou tu te dis que les termites, ça peut être super intéressant, ou les guêpes, c'est comme des fourmis avec des ailes? Les termites, j'avais déjà exploré en master, Oui, je me donc souviens. non. Mais non, moi j'avais dit, je crois que j'étais ouverte à tout. Faire de l'enseignement, faire de la recherche, peu importe, tant que c'est avec les bonnes personnes, parce que s'il y a un truc que j'ai appris avec la recherche, c'est qu'il faut être entouré des bonnes personnes, sinon la recherche est très difficile. En l'occurrence, j'étais partie sur vraiment faire une bonne pause et écrire des romans, et ensuite essayer de retrouver quelque chose, un travail, soit en entreprise, soit un postdoc et tout. Et en fait, en faisant, il y a le gros collectif de physiciens qui sont vraiment trop cool, qui se retrouvent en septembre tous les ans.
Et donc j'y suis allée cette année et en discutant un peu avec eux, j'ai dit que j'étais ouverte au postdoc. Et il y a un physicien avec qui je travaille, qui est un physicien un peu ancré en bio, qui m'a dit que lui, il allait monter un projet ANR et qu'il allait chercher des financements. Donc là, il est censé avoir les réponses vers juillet, je crois. Et que si il avait, et il y a de fortes chances pour qu'il ait, parce que c'est vraiment un très bon collectif de physiciens, mais si il a, il me prendrait dans ce cas-là en postdoc sur un sujet que je ne connais pas encore, parce qu'il m'a dit, on n'en parle pas tant que tu n'as pas soutenu. Donc ça s'annonce bien, mais on verra. Mais ça reste mystérieux. Ah oui. Perrine va-t-elle changer de famille d'insectes? Perrine va-t-elle découvrir les coléoptères? Qui sait? Ah. Alexis, toi, du coup, maintenant, bon, t'es en vacances. Je veux pas te parler de travail pendant tes vacances, que je comprends parfaitement, mais est-ce que du coup, tu campes sur les positions que tu avais pu nous donner à l'époque, dont je me souviens pas forcément, ou est-ce que il y a eu une révélation dans ta vie récemment et les requins et la recherche, c'est plus ton truc? Ouais, alors déjà je suis en vacances, mais je retourne au travail la semaine prochaine, hein, parce qu'il y a des papiers qu'il faut que je publie Aïe. et j'ai des deadlines. Ouais, aïe. Et ensuite, pour répondre à ta question, à la fin de ma thèse, j'étais très 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 fatigué sur mes rotules et j'ai songé à arrêter, tu vois. Maintenant, je pense que ça a un petit peu changé, je suis pas trop sûr. Je pense que quand bien même j'arrêterai, ce sera toujours quelque chose qui sera adjacent à la recherche. Moi, l'enseignement m'a beaucoup plu, par exemple. Et un plan que je considère très sérieusement, ce serait de passer l'agrégation et devenir prof d'SVT, tu vois, typiquement niveau lycée ou prépa. Et même avec une agrégation, tu peux même être enseignant à la fac. Tu n'es pas chercheur, mais par contre, tu peux quand même donner des cours à la fac. Ça pourrait être sympa. Maintenant, je suis un peu plus ouvert à des postdocs. Là, j'ai eu ma soutenance. J'ai pu discuter avec des gens. Et ouais, pas forcément sur les requins. Moi, j'adore mon groupe, hein, attention, que ce soit bien clair. Mais tu vois, rester sur des groupes de vertébrés, ça me botterait bien aussi, quoi, typiquement. Et toujours sur ces thématiques un peu adjacentes, donc de la paléobiologie, paléontologie, et voilà, de la biologie évolutive de manière générale. Ok. Tu es donc notre Alan Grant du groupe. Si, si, si. Tu peux nous demander si on a fait des raptors. Euh, et du coup, ben, j'allais dire et Théo, mais Théo, il a déjà répondu à la question, du coup, vu qu'il veut passer sa qualification. Ouais, ouais. Alors, finalement, comique de répétition, encore une fois, ma réponse, elle va ressembler à celle d'Alexis. Euh, alors, j'étais vraiment HS à la fin de la rédaction. Et avant ça, je sais même plus ce que je t'ai dit l'année dernière que je voulais faire. Pendant la rédaction, même, je me disais, mais c'est pas possible, je rédige comme un pied. Je vais jamais aller faire un postdoc. Et du coup, je me suis dit, mais non, en fait, je suis pas du tout fait pour ça. Et, euh, et c'est seulement là, après la rédaction et même après la soutenance, que j'ai confirmé en fait avec une chercheuse qui était dans mon jury que ok, bah, je vais aller en postdoc. Mais sinon, en fait, il faut de l'entourage et de l'entourage qui rassure parce que je pense que le doctorant est un animal stressé et, euh, et qui manque de confiance en lui, je pense souvent. Et, euh, et du coup, ben, clairement, s'il n'y avait pas eu d'encouragement, je ne serais pas allé faire un postdoc, mais c'est sûrement ce que je vais aller faire pour essayer de postuler. Le problème, c'est que c'est des contrats qui sont précaires, quoi, les postdocs, donc pas trop longtemps. Le monde de la recherche est un monde précaire. On découvre ça au bout d'un an d'interview. C'est faux. On l'a découvert vraiment à la première interview. C'était fait. C'était voilà. J'ai une question. La phrase le doctorant est un animal stressé, c'est une phrase qui se dit souvent ou pas? Parce que j'ai l'impression que je l'ai dit il y a vraiment pas longtemps et tu as redit vraiment la même phrase et je me suis dit, attends, Je te copie peut-être juste, ah, hein, je sais pas. non. Ah oui, Peut-être. c'est vrai que tu as regardé les interviews, donc peut-être que c'est resté. Mais oui, le doctorant est un animal stressé. Je me dis, il faudrait que je fasse un genre de documentaire comme ça, genre type documentaire animalier, mais le doctorant est un animal stressé. Vous voyez l'ambiance? Je pense que ça pourrait être fun. Je vous solliciterai aussi. Tant Je que vous... t'as pas des passages sur la reproduction du doctorant, ça va. Ouais. Non mais on peut le faire genre métaphorique, genre tu sais, le fait de donner envie à une nouvelle génération de faire un doctorat. Le fait d'avoir son premier doctorant, tu vois. Tu vois, voilà. C'est bizarre, mais Tu vois, c'est...
Non, non, je vais me le noter. J'aime bien les idées à la con comme ça. C'est typiquement mon truc, ça. Euh, Je sais plus ce que je voulais dire. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Si, je sais parce que j'y pense depuis tout à l'heure. Non, pas depuis tout à l'heure. Le postdoc, du coup, Théo, il serait toujours au même endroit ou est-ce qu'il y aurait du coup du voyage? Il y aura Voyage. il y aura du voyage parce que tu ne fais pas un postdoc là où tu as Oui, bah fait oui. ta thèse. Du coup, bah, ça sera à l'autre bout de la France. Enfin, Ça peut être à l'étranger. J'avais envisagé, mais ça ne s'est pas fait. je dis oui, bah oui, mais je crois que c'est Jade qui, pour le domaine de l'économie, m'avait dit que c'était pas dérangeant, je crois. Ah ouais. Ouais, Bon, bah alors ça peut être domaine dépendant, mais ouais, ouais. Ouais. Je pense qu'en ouais. fait c'est variable en fonction de si on est sur plutôt une science genre SHS, donc sciences humaines et sociales, Mm. ou si je vois Perrine qui fait nom de la tête. Je dis des bêtises. Dis-moi. Non, mais enfin, c'est recommandé de faire Hmm. ton postdoc ailleurs. Je crois que tu as certaines sciences où tu as. Enfin, en tout cas, je sais qu'en physique, ils n'ont pas le droit de faire un postdoc dans le labo d'accueil. Nous, j'ai pas l'impression qu'il y ait de règles comme ça. Par contre, effectivement, en biologie, si tu veux un poste de chercheur, si t'es pas parti à l'étranger et si t'es pas allé dans je sais pas quel grand labo, c'est quasiment impossible. Hmm. Mais après, enfin, moi par exemple, ce sera probablement encore sur Toulouse le postdoc que je vais faire, enfin, s'ils ont les financements. C'est pas interdit quoi. C'est juste que après, ça va être dur de trouver un taf par contre, un taf de chercheur. Oui, je me souviens, moi aussi, j'avais des retours en physique. C'était limite, on nous a dit faut partir à l'étranger. Il faut partir à l'étranger. Sachant que souvent, là, dans le monde de la recherche, l'étranger, ça se résume au Canada, aux États-Unis ou au Japon. Quoi. C'est-à-dire, limite, rester en Europe, oui, ouais, c'est à côté. Quoi. Vous êtes à la maison, c'est bon. Allemagne un peu, Ouais, Allemagne un peu. petit peu. Allemagne, ouais. Ouais. Pour nous, oui, je sais qu'il y a la Finlande aussi et le Royaume-Uni. Mais ça dépend des disciplines, je pense, hein. Ah, Il y a tellement de labos qui sont très spécifiques que... Non, mais c'est intéressant du coup de voir qu'il y a une genre de carte bizarre comme ça des postdocs en fonction de la discipline. Je, je ferai une carte, j'adore les cartes. Ah bah tiens, voilà, effectivement. Alexis prêtera sa carte. Euh, En vrai, moi j'ai posé les questions que j'avais envie de poser. Il est 19h51, donc ça va faire une heure qu'on est là. Est-ce que le chat a des questions pour nos docteurs et doctorants et doctorantes? Ou pas? C'est le fameux moment gênant où C'est on attend, ça, c'est des c'est le gens qui posent blanc, des Tiens, c'est le blanc. questions. ça me fait penser à quelque chose. Dans les Oui. dernières interviews que tu as fait, ça discutait longueur de thèse. Et Ah oui, je tout voulais le en monde avait parler de l'air ça, oui. d'accord. Tout le monde avait l'air d'accord que une thèse en sciences dures, c'était 150 pages, je crois. Ouais. Et tout le monde faisait Euh, les gros yeux parce que la thèse de Jade faisait 450 pages. je suis à 380. Et je suis en chimie, donc et c'est pas non plus étonnant. Il y a des thèses qui font 400 pages en chimie. Ouais. Alexis, toi, elle fait combien? 450 pages. Perrine? 300. Jean? 150. Ah! Mais ouais, du coup, c'est très intéressant parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai toujours eu ce bruit de couloir dans les labos et chez les doctorants que j'ai pu parfois voir, qu'on était sur du 150, mais là, on est sur du double. Après, vous comptez les annexes ou pas? Ouais, sans les annexes, ça fait 340. Ok. Alexis? Ça dépend ce que tu appelles annexe. Étant donné que moi j'ai fait une thèse sur article, Mhm. mes chapitres, ils vont comporter les matériels supplémentaires. Hmm. Du coup, moi j'ai du mal à considérer ça comme un annexe, étant donné que ça fait vraiment partie intégrante du chapitre. Mais j'imagine que si jamais tu enlèves les matériels supplémentaires, on est à 2 fois moins long, donc plutôt 230 pages. Perrine? Ça a bugué ou j'ai juste. Non, mais sans les annexes, t'es à combien? C'est ça la question. Je sais pas, parce que. Mais je crois que c'est 300 Ok. sans les annexes, parce que c'est pas numéroté à partir des pages de biblio. Donc, Ok, ok. Il y a Elio qui avait une question. Alors, ne dis pas que tu as une question sans la poser, pose-la. Surtout que tu pourrais te lever du canapé pour venir la poser en direct. Perrine, comment elle fait pour être trop forte? Alors, Perrine, comment tu pas fais pour être trop objectif. forte? Il est pas objectif. Je subis. Je pense un peu comme tous les autres animaux doctorants, on subit la pression et on n'a pas le choix que de
soit se faire rouler dessus par la pression, soit rouler sur la pression. Donc, Le darwinisme au sein de la communauté des doctorants. note-le pour ton documentaire. Ah ouais, c'est super bien. La sélection naturelle dans le monde de la recherche. Est-ce que je connais des biologistes qui pourraient m'aider à faire tout ça? Moi, j'en connais si tu veux. Non mais c'est... Non mais... Perrine, c'est la blague. Il y a toi, il y a Alexis, vous avez fait de la bio. C'est ça la blague. Ouais, Je- mais j'ai encore plus de doctorants en biologie. D'ailleurs, si tu Ouais, veux mais je les connais pas. interviewer. Eh ben, je te Non donnerai mais pas les oui, oui, contacts. oui, je dis oui. Si eux ils sont partants, moi je suis partant. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part du chat à part est-ce que Perrine elle est trop forte? Enfin pourquoi Perrine elle est trop forte? Ou comment elle fait? Ah bah tiens, c'est c'est trop embêtant à lire. On dirait un nom d'animal en latin. On dirait le nom officiel d'un truc. Elia nuitus, je vous jure, ça fait très les bios. Non, c'est un requin, c'est une raie, c'est une fourmi, c'est quoi? Smiley C'est pas Even. chez nous. Ah, c'est pas chez vous? Ok, donc c'est ailleurs. Recommandez-vous la thèse? Pourquoi en avoir fait une? On va commencer par Jean. Il me faut du temps pour répondre à cette question. Ok, Jean, je t'accorde le temps d'une réponse. Alexis, à toi. Ok. Ouais, mais que si t'es giga motivé. En fait, je pense que c'est une réponse qui est super bateau, mais en fait, si t'hésites à faire une thèse, faut pas en faire une, je pense. Parce que il y a beaucoup d'aléatoires sur la thèse. On parlait de la longueur de la thèse. Je pense qu'il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée non plus et qui est très dépendante des disciplines et des écoles doc. C'est la longueur de la thèse en termes de durée aussi. La thèse, en fait, un stage de master 2, parce qu'on a tous fait un master, faut voir ça comme un sprint finalement. C'est 5-6 mois, c'est très rapide. Une thèse, c'est 3 ans, ou plus ou moins. Par exemple, à mon école doctorale, on devait rendre notre manuscrit de thèse à peu près au bout de 2 ans et 10 mois, parce qu'on doit soutenir sous notre contrat. On ne peut pas soutenir quand on a fini notre contrat. Donc en fait, c'est un marathon, mais un marathon avec des pics de vitesse, et tout le monde ne peut pas le supporter. Je pense qu'on a tous eu des phases de passage à vide. Il y a évidemment la pression d'avoir des articles qui sont publiés, parce que quand bien même on veut continuer dans le milieu académique ou pas, c'est quand même, encore une fois, ça dépend beaucoup des écoles doctorales, j'ai l'impression, mais en tout cas pour la mienne, il fallait avoir un article qui était publié, donc ça fait une pression supplémentaire dans cette course, qui est quand même une course où il faut être endurant, mais il faut aller vite aussi. Et du coup, on subit cette pression-là, il faut avoir partagé ta recherche à l'étranger, et quand il y a des imprévus au hasard, le Covid, qui rentre dedans, ça devient d'autant plus compliqué. Donc je pense que quand on hésite à faire une thèse et qu'on doute potentiellement de si on a les nerfs suffisamment solides, faut pas forcément y aller. Donc voilà, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. Maintenant, c'est une super aventure. Je pense que c'est un super moyen de se découvrir soi-même aussi. Moi, j'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris beaucoup sur le domaine sur lequel j'ai bossé. Mais en fait, en me retrouvant un peu au pied du mur, finalement, à certains moments, tu apprends beaucoup de choses sur toi et sur ce que tu veux. Et pour ça, ça vaut vraiment le coup. Tu rencontres des gens super aussi. Mais des fois, le coût à payer, il peut être vraiment important. Il faut en avoir conscience. Alors je sais que j'ai dit à Jean qu'il avait le temps d'une réponse, mais pour la première fois depuis l'heure qui a commencé, j'ai vu Théo faire des mouvements de tête et il avait l'air de ne pas être d'accord avec Alexis. Un événement incroyable. Au passage, en cherchant vite fait sur internet, les élianthes, c'est la famille des tournesols, donc on serait plutôt sur de la plante pour le coup. Voilà. Théo, je te laisse partager ton désaccord avec Alexis qui choque la Non, totalité des spectateurs de ce live. non, sur les 3 quarts, je suis d'accord. Juste, Cependant. je nuancerai. Cependant, sur la partie où en fait, si on m'avait dit, faut vraiment être motivé, que tu sois sûr de toi, je l'aurais pas fait. Je me serais pas lancé dans la thèse parce que ça dépend du caractère aussi de la personne. Et vu que j'étais déjà vraiment pas sûr de moi avant de commencer, si on m'avait pas rassuré et dit, si, tu es capable de le faire, même si c'est quelque chose de dur, je me serais pas lancé dedans. Oui, mais voilà, Alexis a l'air d'être d'accord, ouais. Ok, C'est vu comme mmh. ça, oui, oui, effectivement. Mais il Quand tu es passionné, faut avoir des gens, faut avoir des gens ouais, pour te rassurer derrière quand même. voilà, c'est ça. Et Et voilà, c'est ça le faut truc. On n'est sentir pas tous l'équipe accompagnés de la même manière. aussi. Ouais, c'est vrai.
Alors, faut sentir l'équipe, je pense, parce que je sais qu'il y a des doctorants pour qui ça a été très difficile à cause des relations avec le maître de thèse. C'est une relation qui est super importante au cours de la thèse, en fait et bah, tu le connais pas forcément avant, tu connais pas les autres doctorants qui vont travailler avec toi, mais ça joue beaucoup, donc il y a une part de chance, comme un peu dans tous les métiers et il y a moyen de le faire, en fait. Si on est passionné par le sujet et que ça nous plaît, ça se fait. Ça va être stressant dans tous les cas, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Le doctorant est un animal stressé, l'humain est un animal social. Jean, on t'a laissé beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu pour que tu fasses cette réponse. Vas-y Jean, on t'écoute. Je sais pas. Je sais pas si je le recommande. Je pense que tout est dans la nuance et je pense que les réponses précédentes étaient nuancées aussi. Euh, je- J'aurais tendance à dire ouais, il faut bien se renseigner sur qui sont les maîtres de thèse. Il faut aller communiquer avec leurs anciens doctorants qui sont plus en thèse avec eux, pas qu'ils y sont encore, qui sont plus en thèse avec eux, avec leurs collègues. Et il faut vraiment les prendre entre quatre yeux et vraiment leur demander qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ces personnes ont dans le vide et comment elles sont au quotidien. Parce qu'on va quand même travailler de façon très étroite avec ces personnes pendant des années. Et ça va être stressant. Il y aura des moments où il y aura de la sueur, du sang, des larmes. Et faut voir comment ces personnes gèrent la pression, comment elles gèrent l'encadrement de leurs doctorants et juste comment ça se passe humainement avec les collègues. Ça, c'est fondamental. Et le truc, c'est on nous apprend pas en master ce que c'est être doctorant. Jamais on a un cours, jamais il y a personne. Enfin, il y a juste des doctorants qui arrivent qui disent ouais, faites de la recherche, la thèse c'est bien. Mais en fait, ça c'est des doctorants qui sont en première année, qui sont pas encore cassés par le truc. Je suis désolé si je suis un peu pessimiste, hein. Mais mais il y a personne qui arrive et qui nous fait un cours de doctorat et qui nous explique à quel point ça va être dur, à quel point ça va coûter sur tous les plans, du financier matériel au psychologique et au temps que ça va nous coûter, à l'investissement que ça va nous coûter. Donc, il faut se renseigner vraiment sur tout ça. Il faut être passionné, il faut savoir être prêt à s'investir dans un domaine, sur un sujet. Ça, c'est clair et net. Mais il faut surtout avoir conscience qu'on va en chier. Et je suis désolé pour la vulgarité. Et il faut vraiment tenir compte de ça. On sent Parce que tu es en fin de que rédaction. oh, j'aurais tenu des discours bien plus durs il y a quelques mois encore. Là, je suis peut-être sur la fin. Ce qui m'amène à dire deux choses. La première étant, j'ai oublié. Voilà, je sais plus. C'est terrible. C'est terrible. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, la première étant, du coup, Jean a précisé qu'il faut demander à des anciens doctorants qui ne sont plus en thèse. Évidemment, pour un souci, j'imagine, d'honnêteté et de non-biaisage de l'information. Ce qui, du coup, me fait poser la question, certains d'entre vous ici sont encore en thèse techniquement et étaient en thèse quand je les ai interviewés. Du coup, je me pose la question de votre degré de sincérité quant à la question qui était comment vous êtes intégré dans votre laboratoire. Donc on se voit dans un an pour reparler de tout ça. La seconde, c'est ne proposez pas de cours de doctorat, s'il vous plaît, à vos universités, parce que sinon le truc qui se passe là, maintenant, tout de suite, c'est pour répondre à ce manque-là. Donc si vous faites des cours, moi derrière, vous me piquez mon futur travail, ou à mi-temps, je sais pas, quelque chose. Donc non, pas de cours, s'il vous plaît, merci. Perrine, c'est ton tour. Tu fonces. Oh, waouh! Moi, je suis d'accord et pas trop d'accord avec tout le monde. Enfin, je suis d'accord parce que c'est pas facile un doctorat et on le sait. Moi, vraiment, quand je voulais pas faire de doctorat, je me sentais pas assez intelligente. Je savais pas ce que ça impliquait. Je savais juste que la plupart des gens avec qui j'en parlais étaient en dépression. Donc j'étais en mode je veux pas ça pour ma vie, c'est horrible. Et en fait, je pense que quand on pose des questions aux gens, par exemple, quand on est en licence et qu'on demande à un master comment ça se passe, il va toujours dire: «C'est hyper dur, tu verras, tu vas en chier, ça va être machin et tout». Quand tu montes dans les niveaux, c'est toujours de plus en plus dur. Sauf que,
Je pense que là, le problème un peu de la recherche, c'est que la plupart des gens dans la recherche et surtout les vieilles générations prennent la recherche comme une passion. Et en fait, ils en arrivent à travailler dessus, mais à se mettre mal, à rendre les autres mal, à avoir plein de comportements toxiques pour eux comme pour les autres. Et en fait, ça, c'est le truc. Moi, quand je suis rentrée dans la recherche, j'adore la science, j'adore travailler dessus et tout. Mais ma passion à moi, c'est le dessin, l'écriture, le sport à côté, plein de trucs. Donc, je me suis dit que moi, la thèse, j'allais le prendre comme un travail. C'est-à-dire que j'arrive, je travaille. Malheureusement, c'est un travail qui déborde sur le personnel. C'est-à-dire que quand on a une énorme conférence à présenter, enfin à préparer, on va se retrouver, bah ouais, il y a certains soirs, on va devoir travailler sur la présentation, réviser les week-ends, etc. Donc c'est un travail qui est mélangé à une vie étudiante. Il faut en avoir conscience que des fois c'est dur, il y a des périodes où il y a beaucoup de dates de rendu, il y a un peu de pression et tout, surtout de la part des chercheurs qui sont pas très, enfin qui sont parfois un peu toxiques et qui nous la mettent. Mais moi je pense que le plus important à dire aux futurs doctorants, c'est vous êtes passionné par la recherche, c'est génial, mais n'hésitez pas à prendre votre travail pour un travail et vous mettez pas minable alors que c'est juste un travail. Par contre, ça, je le dis, c'est valable pour les années qu'il y a avant la rédaction du manuscrit. Et puis après, il y a la rédaction du manuscrit, on se retrouve en fait à, que ce soit une passion ou pas, on y est matin, midi, soir, les week-ends, les jours fériés et tout. La rédaction du manuscrit, c'est un peu particulier, il faut la prendre un peu à l'avance. Mais après, pour ce qui est de la vie en tant que doctorant, ça peut être bien vécu si on arrive à se détacher un peu de ce truc de métier passion où eh ben, il faut que tu ramasses et que tous les matins tu lises un article scientifique pour être un bon doctorant et un bon chercheur. Voilà. C'est le meilleur conseil du live. Ouais, ouais. Gardez ça comme un travail. Ouais. Ouais, c'est pareil, je suis complètement d'accord avec toi. Perrine Meilleure présidente. Voilà. Donc on en revient à Perrine est trop forte. Voilà. Félicitations. Arrêtez, je vais devenir toute rouge. Perrine a créé le consensus alors qu'elle est biologiste. Je voulais juste ajouter un truc. Le conseil de Jean, il est très bien, je pense. Et si vous cherchez les anciens doctorants, vous Ouais. trouvez ça hyper facilement sur test.fr. Donc, il est vraiment test.fr et vous cherchez et vous cliquez sur le nom du chercheur en question. Et normalement, il y a toutes les thèses qu'il a eues, enfin tous les étudiants qu'il a eu qui apparaissent. C'est très important parce que nous, dans notre laboratoire, ça fait 3 fois qu'un chercheur prend des doctorants. Ces doctorants qui ne sont pas accompagnés par ce mec-là et qui n'ont pas le droit de soutenir. C'est assez rare de ne pas avoir le droit de soutenir. Mais là, c'est la 3e fois qu'une doctorante après 3 ans de doctorat, on lui dit non, tu peux pas soutenir, ton travail n'est pas digne d'un doctorat. Donc vraiment, faites attention à ça. Regardez avec qui vous allez travailler pendant 3 ans. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'ils font du coup? Enfin, Pour la fac, hein, ils font rien. Enfin, les doctorants, du coup, qu'est-ce qu'ils font, eux? ouais, ils soutiennent ou enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, ils n'ont pas le droit de soutenir. On leur dit, OK, vous êtes en dépression, mais il faudra faire, minimum, 8-9 mois supplémentaires si vous voulez, et ben, ils sont en mode: «Bon, bah non, bah tant pis, c'est fini». Triste. Ok. Donc c'est rare après, c'est pas non plus très fréquent, mais même quand tout se passe bien avec les maîtres de thèse, c'est pour ça que Jean sait très, très bien ce qu'il disait effectivement, c'est que même quand ça se passe bien, il y a des moments où la relation peut devenir un peu compliquée. Moi, ça se passait super bien jusqu'à la rédaction de la thèse où ils sont tous les 2 partis en vacances et ils sont partis en vacances. Voilà, c'est et donc il y a des moments où c'est pas mal quand même de se renseigner avant de partir en thèse pendant 3 ans avec quelqu'un. Parce que c'est un genre de mentor et en même temps de collègue, enfin c'est voilà. Voilà, le micro est de retour, pardon, je l'avais coupé. Euh, on sent qu'il y a du vécu. Hein. Voilà, c'est dit dans le chat. Olivier Issir le dit à propos de Jean. On sent qu'il y a du vécu. Attention, je ne suis pas en train de dire que spécifiquement les directeurs de Jean, de Perrine, sont comme ci, comme ça. Mais on sent que où vous avez été témoin, où vous avez vécu, etc. Des événements qui n'ont pas été faciles. C'est vrai que, mine de rien, on en rigole souvent sur la chaîne, que le doctorant est un animal stressé, etc. Mais c'est vrai que, mine de rien, je veux dire, au-delà de... Et Alexis l'a rappelé, au-delà du fait que c'est une passion, etc., bah, c'est 3 ans. Donc il y a une deadline à la thèse, il y a un moment, vous avez quelque chose à produire en 3 ans avec ces gens que parfois vous ne connaissez pas. Et que donc, voilà, c'est important de rappeler que c'est spécial quand même. Parce que c'est pas un CDD, vous n'êtes pas hôte de caisse pendant 3 ans ou au bout du CDD, bah, vous partez et puis c'est fini. Quoi. Là on attend de vous quelque chose, on attend un parti. Donc
c'est un CDD un peu spécial quand même, qui mène à un autre CDD tout aussi spécial, qui mène à un CDD tout aussi spécial. Et ensuite, peut-être, il y a un CDI. Par contre, il y a un concours et vous êtes 150 à concourir. Voilà, ça c'est la suite des événements. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part du chat après ces révélations sur le monde de la recherche en France? Ou pas? Je pense que maintenant, quand je demande au chat de poser des questions, je pense que je vais donner un fun fact sur un truc dans l'univers et puis ça va meubler un peu le temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, hein? Si tu veux, j'ai un fun fact Vas-y. là par rapport à l'astronomie. Trop bien. Alors, parce que c'était en conférence et ça parlait de ça, c'est la mission Dragonfly qui Oui. va avoir lieu dans les années qui vont arriver. Il y a Décollage, Spectromass à bord. décollage 2028, arrivée 2034, si je dis pas de bêtises, direction Ouais. Titan, la plus grande lune de Saturne. Voilà. Et de s'intéresser, pour n'importe qui, de s'intéresser à Titan parce que c'est un endroit dans le système solaire qui est absolument incroyable. Bah tiens, je vais compléter. Tant qu'il n'y a pas de questions, je complète. Titan, seul autre endroit du système solaire où l'atmosphère, à part la Terre, est principalement composée d'azote. On est sur du 98%. Seul autre endroit à part la Terre où à la surface vous trouvez des lacs, des rivières. C'est le décor du Connemara. Ça, c'est pour que vous ayez des chansons dans la tête. Ben, c'est pas de l'eau, c'est du méthane. Voilà. J'en dis pas trop parce que j'ai une série ASMR où je fais de l'astronomie. Et donc je vais éviter de trop donner d'infos quand même. Olivier ici, perso j'ai pas choisi le doctorat et mon parcours licence Erasmus m'a demandé de diverger. Alors, terre brûlée, oui voilà, après ça c'est des chansons qui s'enchaînent. Faut que je fasse gaffe avec cette vanne, voilà. On aura parlé de Titan. Titan où on pense que la vie pourrait apparaître. Ou alors, qu'elle y est déjà. Comme sur Europe. Ou Mars. Ou Ganymède, ou Encelade, ou... En fait, la liste devient longue pour où est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre dans le système solaire. D'ailleurs, Mars, apparemment, peut-être même qu'on a déjà trouvé une preuve. Mais ça, c'est à prendre avec des pincettes. Grosses pincettes, je précise. Mais écoutez, avant que ça devienne un live d'astronomie et d'astrophysique, ce qui ne serait pas pour me déplaire, la Station Spatiale Internationale est juste là, mais aussi juste au-dessus de la tête de Jean. Voilà. J'avais promis à mes docteurs et doctorants et doctorantes que ce live durait à peu près 1 heure. On est autour de l'à peu près 1 heure. Donc je pense que il est maintenant temps de remercier le chat, de remercier Théo, le docteur Théo, de remercier le docteur Alexis, Madame Perrine et Monsieur Jean. Voilà. Un jour, voilà, bientôt, mais c'est pour bientôt, voilà, c'est pour bientôt le docteur Jean et la doctresse, docteur ou doctrice, enfin tu nous diras ce que tu préfères, Perrine. Voilà, et ben je remercie tout le monde, le chat, mes amis chercheurs, et je clôt la fête de la science du Sciencarium dans 3, 2, 1.